Eh bien, écoutez, merci à tous d'être là, si nombreux aujourd'hui. Hein. Et avant de passer la parole à Vincent, je voudrais vous parler d'un petit village, vous avez imaginé, à 20 km d'ici, au nord de Paris. Il y a une forêt qui s'appelle la forêt de Montmorency, et puis qui est sur une colline de 300 mètres de haut. À peu près comme la Tour Eiffel. Et au pied de cette forêt, la vallée de Montmorency, il y a plusieurs petits villages, parmi lesquels Saint-Leu-la-Forêt. Pourquoi je vous parle de Saint-Leu-la-Forêt? C'est un drôle de nom. Sans doute y avait-il des loups dans le temps. Ça s'appelle Saint-Leu. Il n'y en a plus maintenant. Il y a encore quelques bêtes, mais pas des fauves. Il y a quelques insectes dont Vincent va nous parler. Dans ce village, il y a une maison qui a un jardin. Et dans le jardin, c'est devenu une réserve de biodiversité, comme on dit maintenant, à la fois végétale et animale. Mais comme je disais, il n'y a pas de lion, hein. Et il y en a très peu dans la région d'ailleurs. Mais il y a des chats. Il y a des chats, oui, il y a des félins quand même, ce sont des chats. Mais nous, Vincent s'est intéressé à ces insectes, et comme il a une bonne vue, il est allé fouiller dans les herbes de cette biodiversité, et il va vous montrer quelques-uns de ses trophées de chasse, ce chasse photographique. Et je vais vous laisser la parole à Vincent. N'oubliez pas d'éteindre vos portables. Voilà, parce que si on enregistre, ça serait dommage qu'il y ait des bip qui sautent. Et je vous souhaite une belle soirée à tous. À toi, Vincent. Bon, déjà, si vous avez des portables qui font le bruit des grillons, c'est pas grave. Alors déjà, je voudrais remercier André de me permettre de venir partager ma passion photographique avec vous. Une passion pour ce petit monde des minuscules. Et je voudrais surtout faire un énorme remerciement à Lucie, parce que pour préparer cette conférence, moi, je ne suis pas un entomologiste, je suis simplement un photographe émerveillé par la nature qui nous entoure. 9 fois sur 10, je prends un animal, je ne sais pas du tout ce que je photographie. Et 9 fois sur 10, c'est Lucie qui va faire les recherches pour me dire « bah tiens, t'as photographié ça, t'as photographié ça ». Et là, pour cette conférence, elle a fait un travail très très poussé. Et je tiens particulièrement à la remercier. Et voilà, donc je vais vous présenter donc, ce petit monde des minuscules. Un petit monde qui nous entoure, auquel on ne fait même plus attention. On n'a plus le temps de regarder en fait. Donc ils sont tous autour de nous. Et vous allez voir que c'est une vie tout aussi complexe que ce que les humains vivent. Mais beaucoup plus beau. Voilà. Et donc je vais ouvrir le bal par quelques petits pas de danse. Voilà, donc on a un petit criquet qui est venu se poser sur notre baie vitrée. Et avec ce petit reflet, d'ailleurs on en voit 3, si on regarde bien la photo, on voit 3 criquets sur cette photo, un reflet et un double reflet, ce qui prouve qu'on a un double vitrage. Et magnifique. Mais voilà, ça j'ai trouvé ça assez poétique. Et c'est surtout ma démarche est surtout là, surtout de présenter la poésie de la nature. C'est pas vraiment de vous dire lui c'est lui, lui c'est lui. Voilà. Bon, je vais quand même vous dire que ce criquet que j'ai pris en photo, c'est le même, vu de l'autre côté de la vitre. C'est un criquet des agents. Merci Lucie, c'est elle qui me l'a retrouvé. Et donc ce petit criquet qui s'est promené. Et là, vous allez voir une petite photo assez marrante. Je vais vous demander de chercher Flip. Vous connaissez Flip? La petite sopane. Alors, qui l'a vu? Oui, je suis là. D'accord, vous l'avez vu. Voilà, tout ça pour vous dire que les sauterelles sont vraiment très très mimétiques. Il faut avoir de sacrés yeux, faut
faut écouter, il faut entendre, il faut voir les feuilles bouger. Bon, bah, entre autres, ces deux-là, c'est Lucie qui les a mis pour moi. J'étais en train de photographier complètement autre chose à ce moment-là. Et donc là, on les voit vraiment se mouvant. Et quelle est la différence entre les sauterelles et la croquette? La différence principale. Il y a plein de différences, moi je ne pourrais pas vous dire. Mais comment reconnaît-on facilement une sauterelle d'un criquet? À la longueur des antennes. Là, comme vous pouvez voir sur cette sauterelle, là, j'ai même pas réussi à cadrer les antennes. Les antennes dans pareil pour celle-ci. Les sauterelles ont des antennes très très longues. Ils peuvent dépasser la taille de leur corps. Voilà, une petite photo très poétique, à nouveau. Et alors, sur la photo qui vient, là, on sait que c'est une femelle. Et alors, on le sait parce qu'on distingue à l'arrière, ici, là, on distingue ce qu'on appelle un ovipositeur. C'est donc l'organe qui lui permettra de pondre ses œufs. Et là, on a le bébé de la précédente, qui peine à grimper sur les herbes. Il est en train d'apprendre la vie tranquille. Oh, pardon, je suis un peu vite. Là, alors est-ce que c'est une sauterelle ou un grillon? Ou un criquet, pardon. Est-ce que c'est une sauterelle ou un criquet? Criquet, ouais. Antenne beaucoup plus courte, beaucoup plus rapide. Et là, on va passer à un autre type de minuscule. On va aller voir un sportif qui s'appelle rien de moins que Eudemer nobilis. Eudemer noble. Petit insecte qu'on voit grimper sur les fleurs, sur les feuilles. Là, on le voit sur un pissenlit. Ou là, sur un épilé. Il y a des grosses cuisses. Voilà. Et justement, je vais y venir à ces grosses cuisses. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle parce que monsieur est très musclé. Ouais, c'est sexiste ça. Non, voilà, donc des petits mâles en train de se promener. Et vous allez voir que la femelle, quand on arrivera dessus, on est encore sur les mâles. Je ne l'ai pas fait exprès, hein. Ils étaient là. Toujours des mâles. Encore des mâles. Et sur la photo suivante, vous allez voir une femelle. Voilà. C'est la même, mais avec des cuisses, beaucoup de petites pattes très fines à l'arrière. Et donc là, on avait à l'époque ce qu'on appelle des bouillons blancs dans le jardin. Et donc là, à l'intérieur des feuilles du bouillon blanc, là on voit c'est sur des pétales qui étaient tombés, on voit donc un Eudemer noble, femelle, qui fait une petite rencontre avec une araignée, une Heliophanus, toute petite araignée. Alors l'Heliophanus, je remercie encore Lucie, c'est elle qui me l'a trouvé. On a mis du temps. Hein. Et là, cette fois-ci c'est un mâle qui croise un charançon sur un chardon. Et là, je vous présente le téléphore fauve. Attention, hein, à ne pas confondre avec le téléphone rose. Hein. Quoique, ils sont capables de s'appeler au téléphone rose. Hein. Et voilà ce que ça donne. Alors, l'avantage pour un photographe de ces téléphores fauves, c'est que leur accouplement est très long. Donc, on a tout le temps tous les voyeurs avec ces petits animaux. Et apparemment, ils sont difficiles à déranger, une fois qu'ils sont là. Alors, on peut remarquer aussi que le mâle est beaucoup plus petit que la femelle. Et alors, dans la série L'amour est dans le pré, voici quelques punaises vertes en train de batifoler. Et là, vous allez voir que même dans la nature,
ces pauvres punaises ne peuvent pas batifoler tranquille. Il y a toujours leurs petits rejetons qui viennent les embêter. Alors, comme vous pouvez voir là, vous avez une sauterelle. Je ne sais pas si j'arrive à vous la montrer parce que je ne vois pas bien. Ici, là. Ou ici. Voilà. Sauterelle avec des petites taches. En fait, c'est des sauterelles vertes. Une punaise. Punaise. Des punaises, sauterelles. Excusez-moi. C'est des punaises vertes juvéniles. Voilà. Quand elles sont juvéniles, elles ont leurs taches. Et puis petit à petit, les taches disparaissent à l'âge adulte. Alors des punaises, il y en a de toutes sortes. On a la punaise ponctuée ou le genêt des chèvres, ou punaise des chèvres. Je ne vais pas y arriver. On a la punaise ponctuée ou punaise déjeuner. Voilà. On a aussi la punaise brune, très un petit peu le char d'assaut, ou la sentinelle, celle-ci je les ai appelées mes sentinelles. Que voilà. Et alors c'est une photo qui suit. Elle est un petit peu floue parce qu'il y avait beaucoup de vent et la feuille bougeait. La feuille bougeait énormément. Et quand une feuille bouge pour un photographe en macro, si la feuille bouge de 2 mm, c'est comme si elle bougeait de 20 mètres. Quand vous prenez en macro. Donc pour les mises au point, c'est pas extraordinaire. Donc vous avez donc, cette punaise brune avec son petit, enfin avec l'un de ses rejetons. Et ensuite on a la punaise à tache rouge. Tout ça dans les quelques mètres carrés de notre jardin. Enfin, le jardin, plus que quelques mètres carrés, mais bon. Alors ça, c'est notre punaise préférée. Là on n'était pas dans notre jardin pour prendre ces photos. On était au jardin des plantes. Et d'un seul coup, j'entends Lucie m'appeler. J'étais en train de photographier complètement autre chose. Et donc on a des punaises arlequins sur des ombellifères. Et on voit bien qu'elles se sont mises sur leur 31 pour la photo. Et celles-ci viennent de Saint-Leu. Ensuite, toujours pour varier dans les punaises, on a la punaise des baies. Magique. Elles sont très bien habillées. Hein. Et donc toujours cette punaise des baies, en vadrouille sur le tourbillon blanc. Et à côté, vous pouvez voir un petit charançon. Si ensuite, on a un ingus. Quand on voit les formes que peuvent prendre les taches sur leurs ailes et sur leur corps. Et alors pareil, une de mes punaises préférées, là voici la punaise rouge du chou. Une punaise ornée. Là, moi j'appelle cette photo le petit masque africain sur pattes. C'est vraiment un masque africain. Et alors là, essayez de ne pas lire ce qu'on a écrit en dessous, vous essayez de me dire ce que c'est. Gendarme. Perdu. C'est pas un gendarme, c'est une punaise de la Juscane. Alors regardez bien les taches. Parce que là, je vais vous montrer un vrai gendarme. Ah oui. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. On repasse en arrière, c'est tout. Ah ouais. C'est très ressemblant, hein, mais c'est pas les mêmes. Ah oui. Et à côté, on a un petit coléoptère qu'on a pris au jardin des plantes. Alors on a du mal à l'identifier, mais apparemment ce serait l'Aplotarsus. On a encore cherché tout à l'heure. C'est ce qui s'en rapproche le plus dans nos recherches. Et alors là, ça c'est une punaise. Mais on l'appelle aussi la fausse fourmi, ou la punaise myrméconore. Et alors, là elle est en train de dévorer une proie. Mais quand elle est à l'âge juvénile, voilà une photo que j'ai prise dans la
travaillais. Donc c'est la même, mais à son stade juvénile, elle ressemble à une fourmi. Ouais. La seule petite différence, c'est cette trompe. Et, en fait, c'est une punaise. Et une vraie fourmi, en voilà une. Et là, je vais avancer un petit peu sur cette photo. À gauche, il y a une photo que j'ai appelée premier de cordée. Donc des petites fourmis qui peuvent grimper vraiment n'importe où. Il n'y a rien qui les arrête. Et juste à côté, vous avez une petite fourmi à côté d'une araignée. Et on peut distinguer la fourmi là, à côté de l'araignée. L'araignée, en gros, elle fait 1 centimètre, 1,2 cm de diamètre. Donc c'est pour vous dire une différence de taille qu'il peut y avoir entre les espèces. Et je ne dirais pas les espèces insectes, puisque l'araignée n'est pas un insecte. C'est un arachnide. Et donc cette araignée, c'est une Pisor admirable. Alors qu'est-ce qu'elle a d'admirable? Entre autres, c'est une des rares araignées qui possède l'instinct maternel. Elle protège chez eux dans un cocon, qu'elle emporte partout où elle va et ne tisse pas de toile, mais chasse à l'affût. Donc on ne verra jamais ces araignées dans des toiles. Elles sont toutes petites, hein, je vous dis. Là, vous les voyez, elles sont dans les brins d'herbe, dans le gazon. Mais ce qu'elles ont admirable, c'est ça, c'est leur instinct maternel. Elles vont s'occuper de leur progéniture jusqu'au bout. Elles ne vont pas se contenter de pondre et... Donc on est toujours sur les Pisors. Et là, vous pouvez bien voir la taille de l'araignée, parce que quand vous voyez la taille des gouttes de rosée sur le brin d'herbe, vous voyez qu'elles sont vraiment minuscules. Ah, j'ai oublié, demain c'est Halloween. Alors il y a une sauterelle qui n'a pas apprécié Halloween, c'est celle qui s'est fait se prendre dans la toile. Alors ça, c'est une éperfaciée. Par contre, celles-ci sont beaucoup plus impressionnantes. Celles-ci, elles sont énormes. Et elles tissent de merveilleuses toiles. Donc là, on la voit avec son cocon, en train de manger une sauterelle, enfin, en train d'empacter une sauterelle. On la voit qui court sur sa toile. Et juste après, on a une autre épère, une épère galène. Là, je l'ai prise sur le ventre, je n'ai pas réussi à en avoir de l'autre côté. Je suis entré sur d'autres photos. Et voilà, on la voit pareil en train d'emballer du froid dans son pot. Alors ensuite, un jour, il a fallu qu'on ouvre la trappe de notre pompe de jardin. Cette trappe, on peut l'ouvrir quoi, une fois ou deux ans dans l'année. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on découvre qu'il y a un monde à l'intérieur. Ces araignées, là, il y a une veuve des villes et une Stéoda capensis qui vivent, mais elles sont carrément dans le noir. Elles chassent dans le noir, dans la boue. Et elles arrivent quand même à attraper les animaux. Et là, on a un pauvre bébé gendarme qui se fait empaqueter par une veuve des villes. Elle commence par lui attacher les pattes, ensuite elle va la remonter dans sa toile, elle va la rouler, jusqu'à ce qu'elle soit dans un cocon. Et parmi les araignées, on a aussi celles-ci, qui sont des tomis variables. Elles ont la particularité de pouvoir changer de couleur en fonction de l'environnement où elles sont. Vous voyez à gauche, l'araignée est quasiment toute blanche sur les ombellifères. Et à droite, elle est en train petit à petit de prendre la couleur des herbes parmi lesquelles elle chasse. Elle met à peu près 2 jours en moyenne. Elle se pose sur une plante, elle met à peu près 2 jours pour changer de couleur. Encore des tomises. Et puisqu'on parlait de Saint-Loup, puisqu'André nous a parlé de Saint-Loup et du fait qu'il y avait des loups avant, voici une araignée loup.
Ah oui, celle-ci est toute petite, mais apparemment, il paraît que ça peut être plus grand. Et alors, on a la fameuse araignée qui fait peur à tous les enfants quand elle rentre dans les maisons. La fameuse tégénaire domestique. Alors là, elle a une petite étoile énorme, elle est quand même assez impressionnante. Mais tout ça, c'est des animaux inoffensifs. Il ne faut absolument pas en avoir peur et c'est très utile pour nous. Heureusement qu'on les a parce qu'on serait complètement envahi d'un tas d'insectes. On adore les insectes, mais s'il n'y avait pas de prédateurs, bah, ce serait un peu catastrophique. Donc ça, c'est une cystite qui est écrétée. Pareil, on voit qu'elle est petite quand on voit la taille des perles de rosée. Et là, on va avoir une scène de prédation. Une malheureuse, d'un côté un criquet et de l'autre une malheureuse abeille qui se sont fait capturer. Et là encore une abeille qui se fait capturer par une tomise. Et heureusement que toutes les abeilles ne finissent pas dans les trous des araignées. Il y en a aussi qui volent, de temps en temps. Qui volent et qui vont polliniser les fleurs. On va voir polliniser le cerisier. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et une abeille, c'est velu. Vous allez pouvoir le constater, là, si vous regardez bien la photo. C'est très velu. On le voit encore sur celle-ci. Elles ont des poils jusqu'autour des yeux. Donc là, pareil, on voit un bain de pollen. Et alors quand il fait très chaud, il n'est pas rare de les voir autour des bassins, comme ici. Là, c'est au jardin des plantes. On dirait carrément un troupeau de zèbres qui vient boire au soleil, un troupeau de lions, de tigres, on ne sait pas. Et là, notre abeille domestique ouvrière, sur un bouton d'or. Et la photo qui suit, qui pourra un peu rappeler les photomorphoses en d'ailleurs. On a un méga shield de Willoughby, ou une abeille coupeuse de feuilles. En fait, elle fait des petits ronds dans les feuilles avec des coupes. Et là, une petite rencontre entre une abeille de Willoughby et un nœud de mer. Mâle ou femelle? Qui c'est qui peut le dire? Le de mer. Il est musclé ou il n'est pas musclé? Pas musclé. Donc, c'est une femelle. Alors là, on a la plus impressionnante des abeilles chez nous. Moi, chez nous. Le xylocope, ou l'abeille charpentière. Alors c'est quand même une abeille très grosse. Une abeille solitaire. Très grosse, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Mais c'est énorme, ça fait un bruit d'ampleur. Ça fait un... Quand ça bourdonne au fond du jardin, c'est pas compliqué, vous êtes à l'autre bout du jardin, vous l'entendez. Et alors ces abeilles ont pour l'habitude de creuser le bois pour aller y pondre leurs œufs. Elles font des trous dans le bois, elles vont pondre leurs œufs pour mettre les œufs à l'abri des prédateurs. Mais elles sont absolument inoffensives. Autant elles impressionnent, autant elles sont inoffensives. C'est quelle taille à peu près? Je dirais ça à peu près. Hein. Lucie, tu ne me contredis pas? Un petit peu plus petit quand même. Ouais, on va faire ça. Ça. Alors, c'est la bonne grosse abeille. Et là, pour ceux qui ont le cafard, je vous ai proposé une photo de bourdon. Un petit bourdon terrestre. Enfin, deux. Et ensuite,
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Toujours dans la famille des abeilles, on a les guêpes. Alors les guêpes, comparées aux abeilles, elles sont beaucoup moins pollues. Elles sont même pas pollues du tout. Alors ça c'est une guêpe poliste. Et aussi sur le bout blanc là. J'en ai une qui a bien voulu se faire tirer le portrait. Et donc là, sur la gauche, on a toujours notre guêpe poliste, avec les antennes rouges. C'est assez volumineux. Et sur la droite, on a une filante apivore. Alors c'est une petite guêpe, elle est beaucoup plus petite que la poliste. Et on sait que les guêpes sont carnivores, mais alors elle s'attaque carrément aux abeilles. D'où son nom filante apivore. Et alors lui, qui est-ce? Et bien figurez-vous que c'est une guêpe. Ouais. Qui porte le nom latin, je vais essayer d'en prononcer un quand même. Oplopus carbonarius, ou c'est une guêpe araignée. Alors c'est le cauchemar des araignées, cette guêpe. Elle les capture, lui coupe les pattes, les enferme dans des trous en forme de tonneau, puis pond un œuf. Une fois qu'elle a capturé son araignée, qu'elle lui a coupé les pattes et qu'elle l'a enfermé, elle pond un œuf. Elle referme le tout. Et la larve se nourrit de cette dernière. Ça c'est vraiment le. Là on est là. Demain c'est Halloween, hein, je vous le rappelle. Et alors là, c'est encore une guêpe, un sphex du Mexique. Et là, je peux remercier Lucie parce qu'on a passé du temps à l'identifier celle-ci. Et on va atterrir chez nos amis les mouches. Donc on a en bas la petite mouche verte, là, de Lucilia sericata, ou Lucilie joyeuse. Et au-dessus, j'en ai même plus à moi lire, Nectophasia crassipenis. Voilà, bon, j'arrête avec les noms latins. Bon, c'est cirque, mouche, c'est un peu la même famille. En bas, on a une cirque du poirier là, qui apparaît sur la photo. On voit de face. La cirque du poirier, là, on la voit beaucoup mieux. Alors c'est vrai que ça ressemble à des abeilles. Les gens ne savent pas si c'est des abeilles ou des guêpes. C'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est de la famille des mouches. Il suffit de regarder leurs yeux. Là, je vais vous en montrer une, c'est flagrant. Si vous voulez regarder le profil, sur la photo de gauche, on voit bien que c'est les mêmes yeux que les mouches. Et ça, c'est pareil, c'est absolument pas dangereux. Et décrit un peu leur déplacement. Oui, quand elles se déplacent, il y a un moment où on les voit en stationnaire, comme un hélicoptère. Elles ne bougent pas d'un poil. Et d'un seul coup, elles partent, on n'a pas le temps de les voir partir. Mais c'est une rapidité inimaginable. Elles sont là, puis elles sont plus là. Allez, je vais vous emmener sur la planète Mars. On a un petit affleurissage au creux d'un coquelicot. Et alors maintenant qu'on était au rouge, on va passer au vert. Voilà, donc c'est mes petites cierges ceinturées. Et alors là, on va passer à... On va retourner vers Halloween. C'est un ampiste marqueté. Alors c'est une mouche carnivore. Le mâle capture ses proies, danse avec devant une femelle pour attirer son attention. Alors il monte, il descend avec sa proie, il fait tout un cirque. Et il vient lui offrir sa proie.
pour obtenir ses faveurs. Une fois que la femelle elle est captivée par sa proie, ben, le monsieur en profite. Et ici, c'est une pauvre tipu qui a fait les frais de ce jeu de séduction un peu. Et les tipules, les voici, c'est nos fameux cousins mal aimés, que les gens prennent pour des moustiques, à tort. C'est pas des moustiques. Ça pique pas, ça ne nourrit pas le sang. Ça, pour certaines, il y en a qui butinent, il y en a qui mangent, qui sont végétariennes, qui mangent des plantes. Voilà. On a donc une tipule femelle ici. Encore quelques tipules. On les appelle aussi des cousins. Voilà. Ça, c'est la photo d'identité, face profil. Et on va arriver à un petit peu plus réjouissant. Enfin, ça, c'est ça, on les tipules, j'adore. Voilà. Alors, on a une petite rencontre assez sympa entre une coccinelle et une fourmi. Alors, quel est l'intérêt commun entre les coccinelles et les fourmis? Ouais, j'ai entendu. Les pucerons. Comment? Les pucerons. Ouais, c'est les pucerons. La fourmi élève des pucerons. Et la coccinelle les dévore. Elle les chasse. Alors peut-être que là, elles ont vu le même puceron et qu'elles essaient de se le disputer, je ne sais pas. Et là, on arrive en pleine chasse aux pucerons. Là, on est en pleine chasse aux pucerons, donc ouais. Il y a combien de points sur les coccinelles habituellement? 7. Bon, habituellement, hein, j'ai bien dit. Voilà. Encore un pauvre puceron qui va pas finir la journée. Ah, quelques petites coccinelles. Et dans la série, l'amour est dans le pré. Bah oui, il faut bien que ça se reproduise, hein, ces petites bêtes. Et voilà, quand je vous ai demandé combien il y avait de points sur les coccinelles habituellement, on voit l'une avec beaucoup plus de points. Alors ça, c'est une coccinelle asiatique. Alors ces coccinelles, elles ont été introduites au début du siècle dernier en Europe et en Amérique. C'était pour lutter contre les pucerons, justement. Parce qu'elles sont hyper voraces. Mais alors justement, ces dernières finissent par supplanter les coccinelles autochtones. Elles commencent à se développer, à prendre leur place. Elles sont même capables de manger les autres coccinelles. Et voilà, donc ça c'est malheureusement, quand l'homme veut jouer à l'apprenti sorcier, en général, ça finit. C'est rarement une bonne idée. Elles n'ont rien demandé, on les a fait venir. Mais voilà, elles étaient très bien dans leur environnement, et maintenant on les a introduits dans le nôtre. Et alors là, on a une Chironomidae, ou moustique Chironomidae. Et les larves de ces petites bêtes sont prisées par les pêcheurs à la ligne. Parce qu'elles ont des larves légèrement fluorescentes. Enfin, les pêcheurs à la ligne, je dis une bêtise. Par les pêcheurs à la mouche. Donc comme elles sont un peu fluorescentes, les poissons les repèrent vite. Et là, on va carrément changer d'univers. On va aller voir quelques demoiselles. Celle-ci, juste pour André, je l'ai prise en Bretagne. Avec vous. On a quelques agrillons. Un agrillon élégant mâle. Un petit accouplement d'agrillons.
la femelle, c'est celle qui... la femelle, c'est celle qui est un petit peu orangée, un petit peu jaune orangé. Et voilà donc un agrillon élégant femelle qui est en train de pondre. Et alors, ensuite, je vais vous montrer les libellules. Et il y a une énorme différence entre les agrillons et les libellules. Parce que ce que je viens de vous montrer, j'ai parlé d'agrillons, ce ne sont pas des libellules. Ce sont bien des agrillons. Les agrillons, ils ont les ailes, toutes les ailes sont dans le même sens. Si vous regardez bien, il n'y a pas de différence. Les ailes, elles sont toutes positionnées pareil. Maintenant, si vous regardez sur les libellules, on voit celui un sympétrium strié. On voit bien les 4 ailes, bien distinctes. Elles ne sont pas positionnées en parallèle, l'une derrière l'autre. Quand on regarde celle-ci, quand on regarde celle que j'ai prise en contre-jour sur la droite, on voit bien que les ailes sont bien distinctes. Et là, maintenant, j'ai envie de citer Robert Desnos. Une libellule de 8 cm qui fait du surf sur une plume de canard. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Eh oui, tout arrive. C'est formidable. Là, j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, elle s'est posée 2 ou 3 secondes sur la... J'ai eu juste le temps. Là, c'était aucun objectif. J'ai eu juste le temps de faire la mise au point et d'expliquer. L'instant d'après, elle était à 20 km. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est un accent fort. Et là, je vous en ai complètement ailleurs. On va aller voir des papillons en devenir. Je vous garantis que ça va être des jolis papillons par la suite. Alors, je ne vous dis pas exactement, Lucie a fait la recherche. En gros, c'est des papillons un peu comme des... C'est des chenilles de papillons de nuit. C'est ça, Lucie. Je ne dis pas de bêtises. Oui. La chenille d'un papillon étoilé, la chenille d'un... Peut-être pas l'autre, hein, mais celui de droite, oui. Ouais. Ça deviendra les papillons. Et voilà, on va arriver au petit feu d'artifice. Quelques périls. Pardon. On voit dans le charbon qu'il y a du monde dans le charbon. Voilà, voilà. Alors ça, je crois que c'est un pyrrhide du navet. Parce que les nervures sont très apparentes. Mais bon. Là, je ne veux pas dire de bêtises. Eh oui, le beau Dieu. Et alors là, si vous regardez bien ici, il y a une collision en cours. Je ne sais pas s'ils ont fait un constat après. Hein. Une petite abeille qui a failli enflafonner un papillon. Et là, donc, on arrive sur toujours ces pyrrhides. Là, ils étaient prisonniers sous la véranda. Et chez nous, on a un filet à papillon. Sauf qu'on ne fait pas la chasse aux papillons. Le filet à papillon, chez nous, c'est juste pour les libérer. Parce qu'une fois coincés sous une véranda, ils finissent par mourir. Comme les papillons vont chercher la lumière. Ils ne se rendent pas compte qu'ils tapent et qu'ils tapent comme des tarés sur une vitre. Donc ils finissent par... ils ne comprennent pas, ils veulent rejoindre la lumière, ils veulent rejoindre le ciel, mais ils sont incapables de sortir. On peut ouvrir une porte à côté d'eux, ils ne voient pas la porte, ils voient la lumière. Et donc là, le seul moyen de les faire sortir, c'est de les attraper et de les mettre dehors. Donc chez nous, le filet à papillon, c'est uniquement pour ça.
Là, on a un citrus. Et un joli demi-deuil. Je laisse un petit peu. Toute une petite série. Donc l'azuré des cornilles. Sur la photo de gauche, c'est une femelle. Merci Lucie de m'avoir aidé à chercher le corps. Et Dans le jardin dans le jardin, oui, chez nous. Ah bah nous, c'est l'avantage d'avoir laissé un jardin, on va dire presque en friche, voilà, c'est ça. On laisse les arbres grimper, on ne passe pas notre vie à tondre. Il y a des endroits, bah, effectivement, il faut se faufiler un peu pour passer. Les chats adorent ça, hein, donc, mais les insectes aussi. Donc voilà. Un bon du jour. Et alors là, je vais vous parler d'un papillon très étrange. Alors, je vais essayer de vous le dire. C'est un écaille chimique. Voilà. Je ne vais pas vous dire le latin parce que je ne suis pas fou trop. Et c'était où ça? C'était à Saint-Leu. Et justement, ce papillon a une histoire, puisqu'en fait, à la base, c'était un papillon méditerranéen qu'on trouve beaucoup en Grèce, en Italie, je pense. Mais c'est vraiment un papillon méditerranéen. Et à cause du réchauffement climatique, il remonte de plus en plus au nord de l'Europe. Actuellement, on les trouve dans le nord de l'Angleterre. C'est pour dire. Le réchauffement climatique vraiment fait des ravages. Parce que on se dit, oh c'est beau, on a des... Mais le problème, c'est que c'est tout l'écosystème qui est en train de se modifier. C'est qu'eux, ils sont là, mais s'ils se mettent là, c'est au détriment d'autres. Et comme, encore une fois, c'est pas de leur faute, c'est de la nôtre. C'est nous qui provoquons ça. Là, il paraît que ce papillon-là, c'est un des préférés d'André. Le vulcain. Alors, il y en a qui vont le trouver sombre, le vulcain de gauche. C'est normal, je l'ai pris côté ventre, en fait. Les ailes sont beaucoup plus lumineuses, en principe. Mais là, j'ai été de l'autre côté quand j'ai photographié. Voilà. Un petit Tircis qui a accepté de prendre la pause pour moi. Et on va arriver sur une mégère. Et là, on voit encore le mimétisme. J'ai eu beaucoup de mal à le voir, et quand je l'ai vu, j'ai même eu du mal à le photographier. Enfin, quand la mise au point, ça n'a pas été simple. Et alors, des mégères, vous allez en voir. Ici. En plein batifolage. Voilà. Je n'ai pas été trop vite, ça a été. Très bien. Dernière. Bah, voilà, là je vous remercie. Et je voulais vous montrer ça parce que on revient sur cette sauterelle que je vous ai montrée au début. Et ce que vous voyez à côté, c'est la photo de la photographie. Lucie m'a pris en photo pendant que je photographiais la sauterelle. La sauterelle était là. Lucie était... Bravo Vincent. Bonsoir, merci Lucie. On a fait une bonne vue, hein, parce que... Bon, voilà. Lui, je change de lunettes quand même. Beaucoup de patience. De passion plutôt. Passion et patience. Oui, oui. À quelle vitesse? Bah, tout dépend. En général, c'est quand même des vitesses assez élevées. Oui, c'est ça. Je suis souvent au Millième? 500e, au millième. Des fois. Voilà. Mais tu pourrais faire un petit livret, comme je fais, moi. Bah, j'aimerais bien, mais bon, c'est pareil, c'est du travail. Ah, Je pense que je vais
préféré. Qui va m'aider à faire les... Parce que là, même le diaporama, c'est Lucie qui l'a mis en page. Hein. Oui, mais c'est bien. Hein. Il est quasiment. Voilà, on n'a pas applaudi quasiment. Lucie, hein. Le papier où tu montrais, du midi, de la région Saint-Raphaël, j'ai connu quand j'étais gosse. Hein. Celui-là. Ouais, ouais. C'est là. Ouais, ouais. Ouais, mais tu te rends compte qu'on en voit juste dans le nord. Oui, c'est incroyable. Quand j'étais venu à ma soeur, je vais lui dire ça. Ça, je vous remercie encore. Merci. Bravo.